Bonsoir à tous et à toutes. Nous consacrerons à la fin de cette émission, dans la dernière partie, nous répondrons à vos questions SMS, Twitter, Internet et réseaux sociaux. Vous le savez, le projet éducatif calédonien est en marche. Les élus du Congrès l'ont adopté le 15 janvier dernier. Il pose un cadre juridique et a vocation à réduire les inégalités entre les élèves. C'est un projet ambitieux. Après 80 heures de débat, un grand débat sur l'école calédonienne commencé en 2010. Ce projet, c'est la question de fond de cette émission, fera-t-il de l'école de la République une école pays pour donner à chacun justement les mêmes chances de réussite? Voilà qui explique pourquoi nous avons appelé cette émission ce soir « Quelle école pour la Calédonie de demain ?» Et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct. Jean-Charles Ringard-Flamand, bonsoir. Vous êtes le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Sylvain Ons, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération calédonienne des parents d'élèves et étudiants, la FCPE. Larry Kaoma-Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et conseiller jeunesse à la direction Jeunesse et Sport Nouvelle-Calédonie. Et Didier Milot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences et vie de la Terre au collège de Magenta. Et j'ajoute que dans la dernière partie de l'émission, nous recevrons pendant 15 minutes en tête-à-tête Hélène Yekawe, notre grand témoin, pour se livrer sans détour sur cette question. Hélène Yekawe est membre du gouvernement chargée de l'enseignement et elle assiste en ce moment à nos échanges. Alors, le projet éducatif calédonien, c'est notre actualité ce soir, c'est le présent. Mais avant de parler de ce présent, un petit retour dans le passé avec cette séquence mémoire. Il y a 11 ans, en 2005, on parlait déjà du contenu des programmes, on parlait déjà de la réussite pour tous à l'école et de l'introduction des langues kanak. Regardez. La Nouvelle-Calédonie a rendez-vous avec son école. C'est en ces termes que Marie-Noëlle Temmereau, présidente du gouvernement, a présenté ce matin les projets de programme pour les écoles primaires. La philosophie des textes qui seront soumis au Congrès s'articule autour de deux idées majeures. 1. Respecter les exigences nationales tout en tenant compte des spécificités locales. 2. Faire de l'école une école de la solidarité qui ne laisse aucun enfant sur la route. Il fallait des programmes permettant aux enseignants de respecter un juste équilibre entre les exigences nationales, la bonne maîtrise du français et des mathématiques par exemple, mais également des disciplines contextualisées, je pense en particulier à l'enseignement de l'histoire, de la géographie, des sciences, prenant en compte les spécificités de la Nouvelle-Calédonie et en particulier la construction du destin commun. La traduction des particularités locales dans les programmes représente 20% du socle commun. On y trouve notamment l'introduction des langues kanak comme langue d'enseignement. Ces programmes donc prévoient un enseignement de 7 heures à l'école maternelle et de 5 heures hebdomadaires à l'école primaire et un enseignement en langue en direction des enfants dont les parents en ont exprimé le vœu. Donc c'est une possibilité qui est offerte à ces enfants de continuer d'apprendre leur langue et de continuer d'apprendre en langue à l'école et de sortir, bien évidemment, du duel entre le français et les langues d'origine, entre le français et les langues kanak, et puis faire de sorte que ce duel, qui a longtemps existé, il faut en convenir, devienne un véritable duo au service de la réussite scolaire. Il a fallu 3 ans pour aboutir à l'élaboration de ces textes. Un vaste projet qui a nécessité à la fois une large consultation des partenaires institutionnels et une adhésion de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale. Un projet qui veut lutter pour la réussite de l'enfant. Il est important, donc, au moment où la Nouvelle-Calédonie parle de son école, de rappeler les missions de l'école, de rappeler également que tout enfant, quel qu'il soit, dans un contexte aussi divers que la Nouvelle-Calédonie, a droit à l'éducation. Je crois que c'est des principes forts qu'il convient de réaffirmer et que pour pouvoir penser la réussite des enfants, il est important que également l'enfant ait des références locales. Les programmes seront en vigueur dès l'an prochain. Les matières qui s'y rapportent, telles que l'histoire et la géographie notamment, ont fait l'objet d'un travail d'experts. Les manuels sont déjà en cours d'élaboration. Monsieur le vice-recteur, on a l'impression que le temps s'est figé depuis 2005 ou pas, selon vous? Non, c'est pas figé, mais travail important qui a été fait en 2005 pour les programmes du premier degré. Depuis, nombre de consultations, réflexions ont eu lieu. Le travail aujourd'hui est abouti. Vous l'avez dit vous-même, le Congrès a voté.
on est au temps, non plus de la réflexion, on est au temps de l'action maintenant, et c'est ça l'essentiel. Votre mission à vous, monsieur le vice-recteur, vous êtes un inspecteur général, vous êtes venu pour gérer ? Pas seulement. Pas seulement. En 2 mots. En 2 mots, il faut considérer sans doute ma présence ici selon 2 aspects. Le premier, apporter une aide, une contribution, un regard, peut-être même une expertise si c'est possible. Mais par ailleurs, vous avez raison aussi, le vice-recteur a à gérer, donc il a à mettre en œuvre les décisions qui sont prises. Quelques chiffres sans pouvoir être rébarbatifs. Le budget de l'enseignement en Calédonie depuis le transfert, c'est combien d'argent ? 51 milliards. Qui paye, la France ou la Calédonie ? 51 milliards, un peu plus pour être précis. 91%, c'est l'État qui met à disposition, bien sûr l'État français, qui met à disposition de manière globale et gratuite ses moyens, et naturellement aussi le gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui apporte environ un peu moins de 9%. Pendant combien de temps cet argent sera versé par la France ? L'accord a été établi à partir du 1er janvier 2012 et il court toujours. Et jusqu'à quand ? Il n'y a pas de date pour l'instant d'arrêter. Est-ce que Manuel Valls, c'est ma dernière question, Manuel Valls va-t-il faire une annonce en termes d'éducation ici pendant son voyage ? Sans doute. Sans doute, mais vous pouvez pas nous dire laquelle. Non, c'est le Premier ministre. Sylvain Hons, on voit qu'on écoute ce sujet, cette archive, on s'aperçoit que des choses étaient déjà posées sur la table. Est-ce que pour vous, ce projet éducatif calédonien est novateur ou est-ce que c'est une coquille vide ? Non, c'est pas une coquille vide, c'est une coquille qu'il va falloir habiller d'ailleurs, parce que là, comme vous le disiez tout à l'heure, le projet qui a été voté par le Congrès est un projet juridique. Maintenant, il faut l'habiller, c'est le but de tous ces ateliers thématiques. Mais c'est vrai que quand on fait un retour en arrière, on a l'impression quand même d'avoir entendu déjà ça depuis quelques temps. Je veux dire, notamment... Du temps perdu, selon vous ? Pas du temps perdu, mais quelque chose qu'on aurait pu accélérer. Je veux dire, on a eu ce grand débat, on a eu 60 recommandations au Congrès, et pour arriver à ce projet éducatif, mais là encore, c'est long, si vous voulez, pour qu'on puisse aboutir. Donc je me dis qu'il faut peut-être accélérer les choses. Didier Millot, vous avez l'impression que ce projet peut transformer l'élève calédonien et peut lui donner davantage de clés pour réussir ? J'espère, parce que l'élève est au centre du système éducatif. Il faut qu'il se trouve bien dans son établissement, que ce soit au primaire ou au secondaire. Et c'est vrai qu'il doit être acteur, il ne doit pas subir son éducation, quoi. Donc il faudrait que ça puisse booster à ce niveau-là. Larry Kaoma-Martin, pour vous, en tant que sociologue, est-ce que l'école, le premier sens pour l'enfant, c'est quoi ? C'est l'école, la famille ou c'est les deux ? Le premier sens, peut-être pour l'enfant, c'est d'abord lui-même. C'est de savoir, lui, ce qu'il aime et comment est-ce qu'il est ancré plutôt dans la société. Parce que bien souvent, on oublie ça. Là, on parle de l'école calédonienne, mais peut-être qu'il faut resituer la question. C'est peut-être l'école calédonienne dans la société, dans une société, dans la Nouvelle-Calédonie, qui s'ouvre par rapport au monde. Et ça change carrément la donne. C'est-à-dire qu'on ne va pas étudier le poisson dans son bocal, mais on va resituer le bocal par rapport à la chambre par rapport à la maison, et la maison par rapport à la société. Donc, quelque part, oui, les réflexions, elles vont au-delà du simple contenu pour nous transmettre peut-être quelque chose. C'est la façon dont on poursuit le message. Voilà. Alors voyons à présent justement les axes de réflexion de ce projet éducatif calédonien dont on parle depuis le début de l'émission. Des ateliers sont en train de travailler en ce moment puisqu'une charte va être écrite pour le mois d'août prochain. Regardons les grands principes de ce projet éducatif. Tout d'abord, garantir, et on va voir une animation qui va s'afficher sur votre écran, la réussite de tous les élèves, valoriser l'enseignement de la culture et des langues kanak, mettre en place un service civique contre le décrochage scolaire des 16-18 ans, instaurer un climat scolaire pour la sécurité, adapter les rythmes scolaires et enfin ouvrir l'école calédonienne sur le monde avec la maîtrise du numérique notamment et des partenariats renforcés avec le monde du travail. Alors justement, monsieur le vice-recteur, commençons par la diversité des enfants. C'est un des axes forts de ce projet. Comment dans ce pays de cultures multiples, de cultures mosaïques, on peut acquérir un socle commun de connaissances? Alors, ce qui est important de constater dans le projet éducatif, c'est qu'il y a une vraie volonté politique. Je veux revenir sur ce que disait monsieur à l'instant. Le projet éducatif participe, on l'a dit à l'instant, finalement, du développement de la société calédonienne. C'est un élément clé qui est fédérateur. Si on souhaite effectivement que cette société
soit coopérative, collaborative, qui accepte les différences, il importe que l'école, en son sein, traduise cette mise en cohérence. Par conséquent, c'est un des enjeux forts de pouvoir considérer la diversité des publics, mais de les respecter en tant que tels. Sur ce cadre-là, juste un exemple, vous l'avez un peu signifié, sur l'enseignement de la culture et des langues kanaks, par exemple. C'est un vrai sujet dans ce territoire. Un chiffre simple. Aujourd'hui, 15% des élèves. On va y venir. On va avoir un chapitre là-dessus. Parfait. J'aimerais demander à M. Ons, est-ce que la diversité scolaire, justement, dans les établissements, elle est suffisante ou pas, selon vous? Ça dépend des établissements. Il faut revoir la carte scolaire. Il faut pas forcément la carte scolaire, mais il faut apprendre à mélanger dans les établissements pour qu'il y ait un véritable, on va pas dire destin commun, mais qu'il y ait une vraie mixité. Parce qu'il y a des établissements où malheureusement il y a une couleur qui est affichée, et ça c'est pas normal à l'heure actuelle dans le cadre de ce projet éducatif. Puisqu'on dit qu'il faut que c'est le pays du destin commun, tout le monde d'origine, quelle que soit son origine, doit pouvoir vivre ensemble. Donc, vous diriez qu'il y a des quartiers, commence là. Il y a des quartiers où il y a une mixité sociale et il y en a d'autres où il n'y en a pas. Où il y en a moins. Mais Didier Mignot, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous ressentez cela aussi, vous, au quotidien? Moi, j'ai travaillé avant Magenta dans 2 établissements en ZEP où la mixité a été importante et c'est vrai qu'on jouait là-dessus. Et on impliquait tout le monde. Sur Magenta, j'ai retrouvé aussi un mélange de tous les genres. De culture, oui. Culture, oui. Et par contre, c'est vrai que quand on sort un petit peu du cadre du travail, le prof, l'élève, et qu'on est dans des ateliers, on a quelquefois certaines réserves de certaines ethnies qui ne veulent pas s'engager, qui ont du mal à s'engager dans une action. Et puis, bon, on essaye de les accueillir aussi, bien sûr. Monsieur Martin, vous écriviez dans une de vos revues que l'école doit être le lieu des multiples identités et des identités multiples. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, je veux dire que pour les organisateurs de la société, de l'école, les organisateurs politiques, les médias, bien souvent, on s'arrête à une perception de la société bien précise. C'est que soit on est kanak, soit on est européen, soit on est asiatique, enfin bref, on rentre dans des catégories, on va dire, ethno-culturelles. Mais au-delà de ça, la jeunesse nous montre quelque chose de bien précis, c'est que ce sont des créateurs d'identité. Eux ne rentrent pas parfois dans ces cases-là. C'est-à-dire que pour une même culture kanak, certains vont dire, pour être kanak, il faut faire le chant. L'autre, il va dire, mais non, moi je me sens kanak, j'ai les croyances. Qui des deux a le plus raison? Je pense que tous les deux ont raison. Parce que l'identité, ça n'est ni plus ni moins un sentiment d'appartenance. Donc finalement, dans une même culture, il y a plusieurs perceptions. Réaction, monsieur le vice-recteur? Je suis d'accord avec ce que dit monsieur, mais ça nous conduit, nous. Je prends 30 secondes ma casquette de gestionnaire, du coup. L'aspect gestion de mes fonctions. Ça veut dire qu'il nous faut considérer, et le président de la Fédération de parents d'élèves le disait lui-même, ne gommons pas la diversité qui est une réalité. La question, c'est comment cette diversité, on peut en faire une richesse. Mais est-ce il faut faire du sur-mesure ou pas? En tout cas, se rapprocher de la prise en compte de cette diversité, ça veut dire qu'on ne peut pas traiter les établissements identiquement. Par exemple, répartir les moyens en considérant que l'ensemble des collèges ou l'ensemble des lycées sont identiques, c'est une erreur. Donc je considère aujourd'hui que participer de la mise en œuvre du projet éducatif, ça veut dire qu'il faut savoir répartir les moyens, les ressources, la qualification des enseignants en particulier, au regard, effectivement, de la prise en compte de cette diversité. Disons clairement les choses, c'est parfois reconnaître qu'il faut apporter plus et parfois apporter mieux en fonction de cette réalité, tout en, naturellement, consolidant la cohésion qui était... Un tweet nous demande justement, et ça s'adresse à vous comme à vous tous, est-ce qu'il faut quels moyens il faut mettre dans la lutte contre l'illettrisme? Parce qu'on parle de la diversité et on a des élèves qui sont parfois en retard. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Deux exemples pour être très concret. Le problème de l'illettrisme, en fait, il est très frappant à l'entrée en 6e. On constate aujourd'hui sans doute qu'il y a environ 30 à 35% des enfants qui sont en difficulté de lecture. Bon. Concrètement, si on gomme cela, on met encore un peu plus les élèves en difficulté. Donc ça veut dire que par rapport à ce public-là, il y a une prise en charge diversifiée qu'il convient de faire. Vraisemblablement faut-il leur apporter un peu plus
en termes de quotité horaire, mais en même temps, il faut savoir aussi les accompagner au-delà du cadre scolaire dans la pratique de lecture, qu'elle soit scolaire et qu'elle soit hors temps scolaire. Monsieur Onsk, selon vous, il faut aider avec des mesures spécifiques ou pas ? Il faut aider avec des mesures spécifiques, mais je rebondis sur ce que dit monsieur le vice-recteur. Je veux dire que, encore aujourd'hui, quand on a des enfants qui sortent d'école primaire avec des difficultés pour entrer en secondaire, c'est quand même assez étonnant. Je veux dire, on parle du socle commun des connaissances, de l'acquisition, etc. Aujourd'hui, il faut peut-être laisser un peu plus de temps aux élèves. Tout à fait. En primaire, par exemple, il y en a qui font un cheminement en 2 ans, d'autres qui vont le faire en 4 ans, pour pouvoir acquérir justement ces connaissances, pour pas se retrouver en difficulté. Mais justement, est-ce qu'on ne manque pas dans notre système de culture d'évaluation ? Parce qu'on a l'impression qu'on est dans un flou total. On ne fait pas de culture d'évaluation comme dans certains pays, comme même en Polynésie, semble-t-il, Oui. où finalement on arrive à trouver des solutions aux problèmes parce qu'on évalue systématiquement. C'est pas un gros mot, l'évaluation, monsieur Mais non, Onsk. mais c'est pas un gros mot, c'est même quelque chose d'absolument nécessaire. Mais ça permettrait en tout cas de pouvoir éviter que beaucoup d'enfants se retrouvent en difficulté dès l'entrée en collège avec des classes d'adaptation, etc. Et ils vont traîner leur misère tout au long du cycle. Et il y aura des moyens là-dessus, monsieur le vice-recteur ? Oui, mais un mot quand même sur l'évaluation, parce qu'on ne peut pas passer sans un sujet aussi important. Quand on parle de culture d'évaluation, on a souvent tendance, y compris en métropole, de considérer l'évaluation comme une mise en concurrence. Il ne s'agit pas de mettre en concurrence les élèves, il ne s'agit pas de mettre en concurrence les établissements. L'évaluation est porteuse de sens quand elle est émancipatrice. L'évaluation est porteuse de sens quand elle permet finalement de réguler l'action, ou en tout cas de la dynamiser. Là, en l'espèce, il est important que les enseignants sachent quel est le niveau d'acquisition des élèves pour adapter à la fois leur pratique et leur manière de faire. Il est important que tout au long du parcours scolaire, il y a des initiatives qui sont prises en ce moment dans le premier degré, ici en Nouvelle-Calédonie. Je souhaite aussi que dans le second degré, au niveau de l'entrée en 6e, on puisse faire un état presque des lieux, mais en tout cas sur certaines disciplines fondamentales. Il importe effectivement qu'on ait un continuum de pratiques évaluatives à vocation formatrice s'agissant du côté des enseignants, mais en même temps suffisamment explicite à l'égard des familles. Alors Ils ont besoin d'accompagner leurs enfants aussi. J'ai un tweet qui me demande pourquoi l'UGPE n'est pas là ce soir. Réponse très simple, il y a 4 sièges. On a fait un choix, c'est très simple. J'ai rencontré les gens du GPE, j'ai passé une matinée avec eux. On a travaillé sur les axes qui leur paraissent importants et on les formule ce soir avec nous et ensemble. Ils ne sont pas exclus de cette émission, c'est clair et net. Les indicateurs de performance, monsieur Millot, pour vous c'est important ? Ben, ça permet, on prend la température et puis on corrige ensuite ce qui est fait, mais la correction n'est pas facile. Il y a tout un degré variable au niveau des élèves, c'est-à-dire on peut pas tous les mêmes dans le même panier. Et puis, oui, là, il y a un gros travail à faire. Donc, sur tout ce qui est compétences basiques, il faut y travailler. Puis peut-être après, moi, j'aimerais bien voir travailler par module, c'est-à-dire qu'on rattrape justement les petits problèmes à droite. Votre avis, monsieur Martin, sur ces élèves qui sont parfois en retard, sur les personnes aussi en situation de handicap, comment vous voyez en tant que sociologue ces questions-là ? Il y a quelque chose qui semble important, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de performance, d'évaluation, de compétition. Moi, je me demande si, quelque part, on est capable d'accompagner la personne, à savoir, est-ce qu'elle est capable de se lire, elle, et lire ses propres compétences déjà dès le départ. Parce qu'on dirait que là, on défend un modèle bien précis depuis tout à l'heure. Et est-ce que le modèle correspond à tout le monde ? Alors justement, j'en viens à cette question, puisqu'on passe dans la partie sur l'identité. Qui forme l'école, selon vous, monsieur Martin, qui êtes sociologue ? Est-ce qu'elle forme des techniciens, des consommateurs, des humains sachants, ou bien et qui doit-elle former, selon vous ? De multiples fonctions, maintenant, sont données à l'école. La première des choses, vous avez dit, former des hommes, ça veut dire quoi ? Former sa perception de la vie, des normes, des valeurs, des principes. Lui, la personne, l'élève, ce qu'il en pense quelque part de la société, du lieu où il vit. Des techniciens, bien sûr. On demande bien souvent, dès 4 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et par la suite, à 14 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et des consommateurs, je vais dire clairement la chose, des consommateurs éclairés, parce qu'il y a la dimension écologique, la dimension environnementale. Mais qu'est-ce qu'elle produit, l'école, selon vous ? Du bien-être, du prestige, de l'élitisme ? Ou qu'est-ce qu'elle doit produire pour donner cette égalité des chances à tous ? Alors je retournerai la question en disant que on parle que l'école, oui, elle assoit les personnes dans ces 3 mondes, la société de consommation, la société économique et la société humaine.
mais on ne parle pas des diversités des écoles, des différentes formes des écoles. Ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que est-ce que l'école, elle correspond à la société ou est-ce que la société correspond à l'école? Qui forme qui? Voilà. Et peut-être que bien souvent, on vit en réaction par rapport à la complexité de la société, ce qui fait qu'il y a une complexité d'école, ce qui fait qu'il y a une complexité d'enseignement. Le vice-recteur veut réagir tout de suite à cela. Je veux réagir parce que, y compris, c'est fort bien écrit dans le projet éducatif de Nouvelle-Calédonie. Ne nous trompons pas de sens. Voilà, le sens, c'est ça qui est important. Ne nous trompons pas de sens. L'école, elle a d'abord vocation, et c'est clairement écrit, à consolider le destin commun de cette société. Autrement dit, c'est le creuset. Au même titre que l'école de Jules Ferry était le creuset de la République, cette école calédonienne doit être le creuset de la société calédonienne. Avec des valeurs. Évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire le creuset? C'est pas un mot creux, si je puis me permettre de dire ça. C'est à la fois, on a des valeurs, des ambitions partagées, des objectifs et des moyens qui concourent effectivement à ce développement de valeurs. Premier élément. Deuxième élément sur lequel je veux insister, d'une manière générale par ailleurs, la fonction de l'école, elle est double, au-delà de l'aspect creuset et consolidation des destins communs. L'école doit former, l'école doit éduquer. Dans la conception de la formation, je transmets donc des savoirs, y compris des savoir-être, y compris des savoir-faire, et naturellement des connaissances, mais en même temps, j'éduque. C'est-à-dire que je participe à cette dimension éducative. On est dans l'engagement, là. Je voudrais aussi ajuster que dans la dimension formation, je le dis aussi pour les collègues enseignants, ne nous trompons pas, mes amis de sens aussi, il n'y a pas de formation qui soit gratuite. L'école forme, mais pour déboucher sur de l'insertion. L'école forme pour déboucher sur un métier. Une formation qui ne vit que pour elle-même, finalement, elle ne rend pas le service à l'élève. Donc, considérons que la formation à l'école, certes, participe du creuset du destin commun, mais en participant du creuset, elle forme des citoyens et elle consolide l'idée que ces citoyens de demain vont s'insérer socialement et vont s'insérer professionnellement. Je suppose, cher monsieur, que c'est l'attente des parents d'élèves. Alors, justement, votre avis là-dessus, on parle d'un service civique calédonien dès 2017. Quand on dit civique, on pense aux valeurs. Alors, quelles valeurs? Valeurs républicaines, valeurs océaniennes, valeurs éducatives? Quelles sont ces valeurs selon vous et quelles attentes avez-vous, vous, parents d'élèves? Ce que disait monsieur le vice-recteur, des valeurs qui correspondent au projet éducatif, c'est-à-dire qui correspondent à la société calédonienne. Je veux dire, aujourd'hui, on a créé un service civique, c'est aussi permettre à ces jeunes qui sont de leur donner un peu de valeur morale, etc. Je pense à ce que disait le monsieur là tout à l'heure. Monsieur Martin. Voilà. Mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on a des enfants, moi, je pars du principe que un enfant, il a plusieurs temps. À la petite enfance, c'est le temps des parents qui l'éduquent, qui lui apprennent le respect, etc. Et ensuite, on va à l'école. Je veux dire, parce qu'on demande aujourd'hui aux enseignants à la fois de transmettre un savoir, mais en même temps d'être éducateurs. Ça veut dire que un peu, une confusion des rôles, vous voulez dire? Pas une confusion véritable des rôles, mais ils se substituent petit à petit aux parents. Et aujourd'hui, parce qu'on est dans la perte de repères. Voilà, et on a l'impression que les parents confient de plus en plus l'enfant à l'école depuis son plus jeune âge, et puis on attend de l'école un miracle, quoi. Oui. Alors Didier Milot, votre avis sur cette question du service civique qu'on veut instaurer, qui est une bonne idée, mais qu'est-ce qu'on met dedans? C'est toujours pareil. Moi, j'aimerais bien mettre dedans un petit peu tous les partenaires de l'école, tous ceux qui entourent et qui encadrent les enfants, les parents en premier, bien sûr, vu qu'ils sont responsables de l'éducation de leurs enfants, qu'ils soient un petit peu plus impliqués dans les actions qu'il y ait dans les établissements. Ils font très bien leur boulot. Moi, au niveau de Magenta, on est très contents. Ils s'impliquent dans beaucoup d'actions. Mais c'est vrai qu'on a aussi, dans l'éducation, on a les agents de service qui sont là pour donner des valeurs aux élèves. On jette un papier par terre, non, on respecte l'agent de service. Je reviens sur les évaluations, monsieur le vice-recteur. J'ai eu un tweet qui dit « Trop d'évaluations, regardez ailleurs comment ça se passe, c'est pas la panacée ». Qu'est-ce que vous dites à ça? Non, mais trop d'évaluations tue l'action, ça je veux bien l'entendre. Voilà. Le problème, c'est de situer les évaluations au bon moment du parcours scolaire. Et puis, entendons-nous par évaluation. Notre collègue enseignant qui est professeur de SVT à Magenta régulièrement évalue ponctuellement les niveaux de connaissances. On est dans la pratique évaluative normale de la classe. Ce dont nous parlons par ailleurs, c'est d'évaluation du système qui, à des moments clés,
disons les choses clairement, CP-CE1, c'est un moment clé, fin de CM2, c'est un moment clé, l'entrée en 6e est un moment clé, la seconde est un moment clé. On aurait avantage, non pas à créer un parcours, n'utilisons pas ce terme de manière excessive, mais en tout état de cause, il y a quelques moments du développement de la scolarité des élèves qui méritent d'être ponctués et de connaître de manière relativement précise des niveaux de connaissances et de compétences. Service civique, je reviens là-dessus avant qu'on passe aux langues kanak, qui est très, très important, langue et culture kanak, je précise. Service civique, ça va coûter cher, semble-t-il. 10 000 francs par jeune pour 4 500 jeunes concernés. On est à 4,5 milliards. Est-ce qu'on va trouver les sous? Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, compte tenu de la réalité du système éducatif, il y a des choix qui sont à faire. Le fait que le service civique est une des clés, je dis bien une des clés. Contre la déscolarisation. Entendons-nous bien, il y a service civique par rapport à l'accompagnement des jeunes 16-18 ans qui sont sortis sans qualification. Donc, ça veut dire qu'on a tous une responsabilité là-dessus. S'il y a des élèves sans qualification, l'action préventive, c'est qu'ils soient qualifiés. Ça, c'est la première des réalités. Ensuite, donc on trouvera l'argent. Des choix seront à faire. Sylvain, parlons des langues et cultures kanak. Alors, l'identité de l'école calédonienne, aujourd'hui, alors nous parlons avant la mise en place et la mise en œuvre du projet éducatif, elle est trop métropolitaine pour vous? Je veux dire que si on a accepté de faire un transfert des compétences... Dites-nous tout. Dites-nous tout ce que vous pensez. Si on a accepté de faire un transfert des compétences, c'est bien qu'on souhaitait se dégager un peu du système métropolitain et donc adapter le système éducatif calédonien à son environnement à la fois local... Et on est allé assez loin? Environnemental. C'est difficile, c'est assez complexe. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, là, le pays, c'est une vraie mosaïque. Donc, quelque part, on peut difficilement imposer, si vous voulez, certaines choses. Moi, je suis bien d'accord que pour les petits Kanaks, c'est pas mal aussi qu'ils aient des repères avec leur langue maternelle, etc., pour pouvoir faire le lien avec la langue véhiculaire qui est le français. Mais c'est difficile aussi pour le reste des communautés de dire on va rendre cet enseignement obligatoire. Alors, monsieur le vice-recteur, on va parler des langues et de la culture kanak. Et là, l'UGPE va nous écouter parce que je les ai suivis sur ce thème. Vous dites quoi? Culture kanak, oui. Langue kanak, non? D'abord, il faut dire que c'est une des priorités du projet éducatif de Nouvelle-Calédonie. Je rappelle quand même que ça participe des accords de Nouméa et que c'est constitutif dans les lois organiques en particulier. Première idée. Deuxième idée, le choix qui est opéré dans le projet éducatif est un choix courageux. Je dis courageux. On ne peut pas parler, je le répète tout à l'heure, d'une école qui est le creuset d'une société et qui va contribuer au destin commun en considérant qu'il faille gommer culture et langue kanak. Mais essayons de situer ces langues et cultures rapidement, kanak. Parce qu'on est déjà dans la fin de la deuxième partie. Langue et culture kanak veut dire aujourd'hui qu'il y a environ 15% des élèves qui sont initiés, enseignés à cette culture, qu'il s'agisse du premier et du second degré. Bon. Dans le projet éducatif, on dit une offre partout présente dans l'ensemble des établissements, en particulier collèges et lycées. Ça veut donc dire qu'il nous faut structurer un enseignement, considérer cette langue comme une langue et culture dite régionale, si je prends l'analogie avec la métropole. Autrement dit, ça veut dire langue vivante 2, qu'on puisse offrir dans le cadre, en particulier, de langue... enseignement du kanak dans une discipline histoire-géographie, par exemple, une possibilité d'avoir une autre approche de la langue et, naturellement, pouvoir appréhender la culture. Là où il ne faut pas qu'il y ait une ambiguïté, et je comprends la réaction... Rapidement. Sur obligation, pas obligation. Attendez. Les familles ont le choix. En revanche, il faut faire en sorte que le vice-recteur gestionnaire que je suis, technicien que je suis, puisse faciliter l'offre partout. Les familles choisiront. Alors, mais justement, nous devons, d'un point de vue cohérence de système, permettre et faciliter cette offre. Vous dites les familles choisiront. Monsieur Martin, il y a des familles kanak qui ne veulent pas que leurs enfants parlent langue kanak. Qu'est-ce qu'on dit à cela? Le sociologue, qu'est-ce qu'il nous répond à cela? Surtout que je ne pense pas qu'ils ne veulent pas qu'ils parlent les langues kanak. Je pense que c'est par rapport à une représentation bien précise. C'est que la réussite scolaire, la réussite de la personne passe par la réussite scolaire. Et donc, ça veut dire qu'on va épouser un système, on va épouser une langue, mais ça ne veut absolument pas dire
Qu'ils rejettent cette culture, cette langue? Non. Et justement, le fait d'avoir la langue, que ce soit les Kanaks ou les autres communautés, ou que ce soit les autres personnes qui ont une culture, c'est le processus d'identification. Ça veut dire quoi? On a plaisir à aller à l'école lorsque l'école nous ressemble. Mais soyons réalistes, monsieur le vice-recteur, quels sont les programmes aujourd'hui qu'on peut offrir en langue? Et puis, j'aimerais bien savoir comment vous allez faire. Il n'y a pas de langue porteuse dans les langues kanaks. Il y a 28 langues. Absolument. Vous avez parfaitement raison. Il y a deux difficultés sur le dossier des langues kanaks. Et après, on passe sur notre prochain chapitre. C'est très clair. La première difficulté, il y a 28 langues dans ce beau pays qu'est la Nouvelle-Calédonie. Toutes sont distinctes, donc il n'y a pas de langue mère. Les 4, celles qui sont les principales langues kanak parlées encore aujourd'hui, deviennent des éléments d'enseignement au collège, au lycée. Pour la première fois, en février 2016, il y a eu un événement dans ce territoire. Vous avez qualifié d'historique. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu la première fois les programmes pour le collège, palier 1, pour prendre la terminologie de l'éducation, des programmes ont été faits. Donc, il n'y a pas d'enseignement sans programme. Ce qui veut dire il y a forcément besoin de programmes de l'école, il y a aussi forcément besoin de programmes de lycée à construire. Première idée. La deuxième idée, ne négligeons pas le fait, au-delà de la cohérence de parcours, qu'il faut construire de l'école au lycée en matière d'enseignement. Posons-nous la question de la formation des maîtres, autrement dit, les enseignants qui enseignent effectivement cette culture kanak, et posons-nous, je veux le redire aussi par rapport au questionnement qu'il y a de la part des parents d'élèves en particulier, je considère, là c'est un point de vue plus externe, je considère que l'enseignement des langues kanak n'a de sens que si on l'articule à la fois avec la maîtrise de la langue nationale, c'est-à-dire le français, et si on l'articule avec le développement de l'anglais. La Nouvelle-Calédonie, par rapport à son positionnement géographique, j'oserais presque dire géopolitique, la chance de nos jeunes Calédoniens, c'est de pouvoir avoir à disposition langue et culture kanak, la langue nationale qu'est le français, et la langue anglaise, compte tenu de la proximité de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. C'est ça l'enjeu. On passe à la partie sur l'ouverture de l'école dans le projet éducatif au monde. L'ouverture au monde, ça veut dire quoi? C'est l'ouverture aux nouvelles technologies, par exemple au numérique. C'est aussi l'ouverture avec des débouchés professionnels, parce que les partenariats avec les entreprises ne sont pas suffisants. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Hons? On a des immersions de jeunes dans les entreprises, 5 jours par an. Est-ce qu'il faut changer ça? Est-ce qu'il faut adapter ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça c'est bien, je veux dire, c'est pas le problème. Mais ce que je vous disais la dernière fois, c'est qu'il faut associer le monde de l'entreprise en partenaire privilégié avec l'éducation. C'est quand même eux, un jour ou l'autre, qui vont offrir aux jeunes le débouché qu'ils recherchent. Et donc aujourd'hui, l'immersion de ces jeunes en entreprise, c'est vraiment quelque chose de très bien. Ça les met en contact avec le monde de l'entreprise. Non, il n'y en a pas assez, mais bon. Parce qu'ils arrivent dans le monde du travail, on les voit. Oui. Monsieur Milot, qu'en pensez-vous? Souvent, les jeunes sont angoissés à aller dans le monde de l'entreprise, vrai ou faux? Ils sont pas préparés. Il leur manque. Certains, il n'y a pas de problème, certains sont tout à fait aptes à le faire. D'autres pays ont réussi ce passage, cette passerelle dans le monde du travail. On dirait qu'on est vraiment à la traîne. On est à la traîne sur pas mal de choses, mais ça s'arrange, hein. Ça s'arrange, ça avance. Hein. Mais l'alternance, l'apprentissage, ces choses-là, on a l'impression que c'est toujours en panne. En panne, pas... Votre avis, monsieur Hons? C'est pas véritablement en panne en fait, c'est parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est véritablement généralisé. Il n'y a pas très longtemps qu'on a mis en place ces parcours au sein des entreprises. Donc il faut laisser le temps aux gens de s'adapter, de bien connaître la situation. Mais bon, Paris, c'est pas fait en un jour. Monsieur Martin, votre avis là-dessus? Les jeunes et l'entrée dans le monde économique, on va dire. La Nouvelle-Calédonie n'est plus une île, c'est devenu un quartier du monde. Et donc les jeunes, je ne parlerai pas de jeunesse calédonienne, mais je parlerai d'une jeunesse du monde qui vit en Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire quoi? Ils ont Internet, ils ont la télé. Ce sont des facteurs qui éduquent bien nos jeunes à l'entrepreneuriat. Ils y réfléchissent, ils regardent les séries. Ils ont une espèce de moteur à l'intérieur qui leur donne envie. Ils sont motivés d'aller découvrir l'extérieur et ça passe même par leur alignement sur les segments du marché. J'ai un tweet sur l'élitisme. Est-ce qu'on est assez nombreux pour avoir des élites en Calédonie? Votre avis de sociologue, monsieur Martin? Qu'est-ce que c'est exactement l'élite? Est-ce que ce sont des personnes qui réussissent dans la vie ou est-ce que ce sont des personnes qui se sentent bien avec elles-mêmes? C'est rigolo comment on souffre d'une hiérarchie des normes ici. Ça veut dire que, par exemple, on a eu l'habitude de dire que faire son chant, c'était moins bien que d'avoir des diplômes. Je préfère quelqu'un qui a eu le plaisir et qui se sent bien en faisant son chant
plutôt que quelqu'un qui est ingénieur nucléaire et qui se sente mal. C'est vrai la question que- du bien-être derrière qui semble super important à défendre. Donc l'élitisme, je le défendrais comme la santé sociale. Oui. Certains Ça va entrepreneurs se faire. disent qu'il vaut mieux un bon coiffeur qu'un mauvais manager. Votre avis, Monsieur Oui, Milot? moi j'ai un petit regret, c'est peut-être pour les avoir connus, mais la disparition des ALEP, on va revenir sur ce principe-là, qui justement, des jeunes qui étaient en difficulté pouvaient s'échapper de ce corset. C'est quoi une ALEP, Monsieur Milot? Ce sont donc des élèves qui avaient des possibilités d'orientation. On leur donnait des cours de cuisine. Et donc ça va disparaître. Ben, ça a disparu. Ça a disparu depuis longtemps. C'est Moi, j'ai disparu. commencé sur. Monsieur le vice-recteur. Non, mais, le débat que nous avons par rapport à votre questionnement sur l'insertion, je voudrais quand même faire 3 remarques et peut-être une correction, si vous me le permettez. Allez-y. La première, je ne peux pas laisser dire que l'enseignement professionnel ne se fait en dehors des entreprises. Non. 1/3 de la formation des CAP, 1/3 de la formation des bacs pro, quasiment 1/3 des BTS se fait en entreprise. C'est les stages divers et variés qui sont nécessaires. C'est les périodes de formation en entreprise. Donc aujourd'hui, l'entreprise fait partie du cursus de formation de l'enseignement professionnel et technologique. En revanche, deuxième point, vous avez raison. Dans ce territoire, l'apprentissage au sens strict, c'est-à-dire là, la bi-alternance entre 50% du temps en entreprise et 50% en centre de formation d'apprentis, par exemple, mérite sans doute d'être développée. Mais, troisième élément, s'il y a développement, ça veut dire que on a une autre vision de l'entreprise au sein de l'école elle-même. Il est important, on le redisait tout à l'heure, de dire la formation ne se développe pas pour elle-même et par elle-même. La formation, elle débouche sur une réalité. Dès que je suis formé, vous le disiez vous-même, dès que vous êtes diplômé, ça veut dire que je vais vers l'insertion, vers le monde de l'entreprise. On a encore du chemin à faire entre école et entreprise, mais j'observe malgré tout que des ponts et des liens existent. Alors, pour répondre à la question sur la LEP, en 2 mots simples, rapide, il en reste 6. C'est l'histoire de l'enseignement professionnel. Donc ils ne sont pas tous partis. Il en reste 6. C'est l'histoire. Début des années 80. C'est l'histoire. Je trouve simplement qu'il y a une évolution de l'offre de formation, tant en CAP, en BAP. Les lycées professionnels fonctionnent, ma foi, fort bien sur ce territoire. Oui, effectivement, en termes d'aménagement, de formation, des évolutions. Je reste avec vous, monsieur le vice-recteur, on parle de l'ouverture du monde, la correction du bac. Il semblerait, mais rapidement, parce qu'on va passer à l'autre partie. Il semblerait que ça soit acté, que le bac français soit décidé pour cette année, la correction, et pour le général l'an prochain. Vrai ou faux? À discuter, en discussion. Alors, 2 remarques. Mais c'est pas faux. À discuter, non. Ce qui n'est pas faux, c'est que c'est en discussion. Il y a un groupe de travail dans le cadre de la démarche de mise en œuvre du projet éducatif qui réfléchit à cette question. Donc, c'est pas faux. Maintenant, la décision est prise, la réponse est non. En revanche, effectivement, il y aura des épreuves anticipées de première qui se passeront effectivement au mois de novembre-décembre, et on verra d'ores et déjà si les conditions sont réunies. Sur ce sujet, je crois savoir qu'il y a une vraie sensibilité locale, puisque un bac, si je suis un peu trivial ou vulgaire, bac cocotier, bac au rabais. Bon, attendez. Je préconise une chose extrêmement simple sur cette compétence qui est une compétence d'État. Je rappelle que les diplômes et la collation des diplômes ainsi que les programmes relèvent de l'État. Lorsqu'il y a une discussion, et je salue la discussion qui est en cours, faisons en sorte que celles et ceux qui ont des craintes, qui expriment des inconvénients quant à la correction du bac aujourd'hui, nous puissions avec eux, en toute collaboration, transformer ces craintes, transformer ces inconvénients en garantie de réussite. C'est un peu le processus, je crois, dans lequel nous engageons. Merci pour votre réponse. Et on passe à l'épineuse question des violences scolaires. Elles existent et vous le savez, on le voit dans l'actualité, souvent, trop souvent, des établissements sont délabrés, sont vraiment vandalisés, c'est le mot, et il y a beaucoup de problèmes avec ces violences scolaires. Monsieur Ons, est-ce que on a l'impression quand même que c'est récurrent ces problèmes-là ou pas? C'est récurrent, oui, ça fait quand même pas mal d'années que ça existe. On a fait beaucoup de choses pour essayer de juguler ces violences scolaires, mais c'est vrai que ça vient essentiellement de la déscolarisation, puisqu'ils sont de plus en plus jeunes aujourd'hui, les petits délinquants qui commettent des actes répréhensibles. Mais bon, c'est lié à la fois à l'alcool, et ça, on va pas revenir là-dessus, mais la liberté, il n'y a pas de contrôle, si vous voulez, sur la vente d'alcool auprès des mineurs.
tout près des établissements, il y a des nakamal, etc., qui sont souvent des problèmes. Des nakamal qui sont des autorisations des municipalités. Assimilés à un salon de thé. Hein, ça, c'est la municipalité. Il y en a quand même un certain nombre à Nouméa, mais on sait très bien qu'ils ne vendent pas que du kava. Et puis, le cannabis, etc. Mais il y a aussi, je trouve, enfin, en tout cas, c'est personnel, peut-être, ce que disait monsieur tout à l'heure, moins d'engagement des parents. Alors justement, on parle de coéducation. Oui. La coéducation, c'est justement faire que les parents se réapproprient l'école. Est-ce qu'on y va assez? Vous êtes dans une fédération de parents d'élèves. Mais alors, vous faites pas le job ou quoi? Non, c'est pas qu'on fait pas le job, cher monsieur. C'est qu'aujourd'hui, si vous regardez, que ce soit en métropole ou en Nouvelle-Calédonie, les parents s'impliquent Je vais vous donner un exemple. Justement, donnez-nous un exemple. Une école primaire, 6e kilomètre. Réunion de parents d'élèves, 5 parents d'élèves sur 300 parents. Je veux dire, c'est le cas. Vous allez dans les établissements secondaires. Aujourd'hui, quand on a une assemblée générale en début d'année, si on a 60 personnes, on est les plus heureux du monde. Donc il y a une désaffection des parents. C'est pas forcément une désaffection. Qu'est-ce que vous devez faire pour les mobiliser un peu plus? On fait beaucoup de choses pour les mobiliser. Mais ils viennent pas. Mais ils viennent pas. Et ça, après, c'est personnel, ça, cher monsieur. Alors, monsieur Milo, il faut aller les chercher par la main. Mais si c'est pas, c'est pour ça que je vous dis que c'est récurrent. Ça fait quand même pas mal d'années qu'au niveau, par exemple, des élections au conseil d'administration, quand vous avez 20%, vous êtes content. Monsieur Martin, comment vous voyez ça, cette désertion des parents vis-à-vis de l'école? Pourtant, l'école, c'est la porte de la liberté. Vous avez soulevé un point qui semblait important. C'était le fait que les parents attendent de l'école pour construire leurs enfants. L'école attend de l'institution pour construire les enfants. La société attend de différents organismes pour se construire elle-même. Donc finalement, est-ce qu'on attendrait toujours de l'autre ? C'est simplement la question. Donc ça veut dire, si je déconne, il faut se prendre en main. Oui, puis il y a quelque chose d'autre aussi, une caractéristique qui semble bien précise. La génération qui arrive, la génération des parents, était partagée entre le désir et le devoir. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, on est dans une société de divertissement et la consommation d'activités, de divertissement, de loisirs fait en sorte que on diminue peut-être notre devoir. La superficialité l'avoir a remplacé l'être. C'est carrément ça. Ou l'être s'est fait avoir. Alors, monsieur Milo, oui, c'est une belle expression. Monsieur Milo, votre avis sur la coéducation? Vous êtes aussi au cœur du débat et du sujet. Alors, dans le cadre de Magenta, on est tout content d'avoir une équipe au niveau de la médiation. Justement, on parlait du climat social, du climat qu'on pouvait avoir dans les établissements. Donc, depuis plusieurs années, on a mis en place, c'est dans le projet d'établissement, ça devrait passer dans le projet de vie scolaire, la médiation, et on tient à avoir un maximum de partenaires différents. Donc, les parents sont acteurs, les enseignants, les agents de service. Et on va y revenir avec un sujet qu'on va voir dans quelques minutes. Un mot, monsieur le vice-recteur, sur justement cette coéducation et cette petite enfance. Est-ce que c'est là où tout se joue finalement? C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Donc il faut mettre le paquet là. L'école ne peut pas fonctionner indépendamment des familles. C'est d'ailleurs un des éléments forts, là aussi, reconnus dans le projet éducatif de Nouvelle-Calédonie. Mais en même temps, on sait bien que la plupart des travaux montrent, c'est un peu difficile ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Tout se joue avant 6 ans. Tout se joue avant 6 ans. C'est vrai aujourd'hui encore? Ça l'est encore en partie. Ça l'est encore en partie. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien le poids. Je ne parle pas d'inné et d'acquis, de déterminisme particulier, mais on sait bien que l'entrée en matière, mais qui est en partie dépendant de l'investissement des familles, et ensuite la prise en charge de l'école, cet ensemble-là contribue finalement à la réussite du jeune. Et il y a indiscutablement un effort important à faire. Au cours des premières années, c'est une des priorités d'ailleurs du projet éducatif. Ça évitera que les enfants arrivent en 6e sans savoir lire, écrire et compter. C'est un des enjeux. Un des enjeux. Absolument. Votre avis, monsieur Martin? C'est la frontière entre l'école et la société, toujours. Est-ce qu'on fait des frontières qui sont molles ou dures ? Ça, c'est important. Est-ce que l'école, ça va être un sanctuaire qui se protège de la société? Est-ce que la société, elle va demander à l'école de faire en sorte qu'elle respecte l'apprentissage propre de la... Il y a tellement de questions qui se posent.
Ça veut dire une chose bien précise, c'est que la complexité de la société, est-ce qu'elle est prise en compte par l'école? Est-ce que l'école aussi rebondit pour inscrire cette complexité dans le paysage social? Alors justement, Monsieur Milot nous a parlé de la médiation scolaire qui est là justement pour résoudre des conflits entre les gens, entre les élèves notamment, puisque les cellules agissent elles-mêmes pour essayer de retrouver la parole perdue. On va recevoir Madame Hélène Nyekawe dans quelques minutes. On va regarder d'abord ce sujet. Je vous remercie à tous les quatre pour avoir accepté de venir en direct dans ce débat. On regarde ce sujet de Caroline Antich-Martin et de Gaël Decheverry. Justement, c'est sur l'écoute active et la médiation au collège de Magenta. Regardez. Dans la cour du collège de Magenta, rien ne distingue Moé de ses camarades. Pourtant, depuis 4 ans, cet élève de 3e est médiateur. Son rôle, régler les conflits mineurs entre les élèves. Ce qui me plaît dans la médiation, c'est de pouvoir justement aider les élèves, enfin que des élèves puissent aider des élèves, donc que ce soit des professeurs justement qui essayent de régler le problème, vu que les élèves se confieront forcément moins à des professeurs qu'à des personnes de leur âge. Loïc. En 4 ans, Moé a réglé avec succès 8 conflits. Aujourd'hui, Solange Langlois, l'adjointe d'éducation, fait à nouveau appel à lui pour régler un différend entre 2 élèves de 3e. Une convocation à une médiation. Voilà. Moé. Merci. À l'heure dite, Moé et Claire, les médiateurs travaillent toujours en binôme, récupèrent le dossier de médiation auprès de Solange. L'occasion de rappeler quelques règles de base. Écrin, pour vous, c'est quoi? Écoute, confidentialité, respect, impartialité, neutralité. Très bien. Apprendre à désamorcer des conflits ne s'improvise pas. Pour devenir médiateur, Moé et Claire se sont formés pendant 1 an et ont même reçu un diplôme. En effet, si la médiation profite aux élèves en conflit, elle profite aussi aux médiateurs. Cet état d'esprit du médiateur, qui est un état d'esprit du facilitateur, est en train aujourd'hui de vraiment s'installer au sein de l'établissement. Ça n'éradique pas du tout les conflits, ce n'est pas le but. Le but, c'est de donner des outils à ces enfants pour qu'ils traversent l'épreuve du conflit dans la bienveillance et avec des résultats qui vont faire que ce conflit, cette épreuve, va être productive de progrès, aussi bien pour les protagonistes que pour les médiateurs ou les facilitateurs eux-mêmes. La médiation se déroule dans une salle dédiée, loin des regards et des oreilles indiscrètes. Les médiateurs reçoivent chaque protagoniste du conflit séparément, puis ensemble. On a des conflits concernant les insultes, les vols, les amourettes et tout. On a le droit à ça. On a les petites bagarres qui ont commencé, mais vraiment les petites. Du coup, on nous les envoie aussi. Et après, dès que ça devient violent, c'est pas nous qui nous en occupons, c'est la vie scolaire. Mais on a eu aussi les problèmes de discrimination et tout. Ça aussi, on nous les envoie. Racisme ? Oui, racisme, mais aussi par rapport aux personnes en difficulté, les moqueries et tout. Dans 80% des cas, la médiation se termine par une poignée de main, une bise ou un check, sous le regard bienveillant des girafes. C'est un signe pour le collège de Magenta. On l'a choisi parce qu'elle a un long cou. Ça représente qu'elle peut voir le problème de haut et elle a un grand cœur. Donc voilà, beaucoup de générosité et c'est les qualités qu'un médiateur doit avoir. Aujourd'hui, une centaine de médiateurs œuvrent dans 10 collèges et 3 lycées de l'enseignement public. Les collèges de Canala, Kwawa et Payamboué devraient rejoindre prochainement le dispositif. Hélène Nyekawe, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Donc vous avez entendu le débat, les 40 minutes précédentes. Je rappelle que vous êtes élue Calédonie Ensemble, ancienne enseignante en langue kanak et membre du gouvernement en charge de l'enseignement et de la mise en place du service civique, ce qui est important puisqu'on va parler de cette question du service civique. Un mot juste sur la médiation scolaire, qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est une méthode pour prévenir la violence, donc on ne peut qu'être favorable. C'est une façon d'établir, je dirais, des liens sereins entre les élèves. Avec une résolution de conflits par les acteurs eux-mêmes, ce qui peut donner finalement des accords plus solides. Tout à fait. Alors, dans le débat que vous avez entendu précédemment, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont dérangé ? Alors, permettez-moi, Alexandre Ozada, d'abord de préciser, je dirais, le contexte du projet éducatif pour que les téléspectateurs en mesurent les enjeux. Je rappelle que le vote du projet éducatif
à l'unanimité des groupes politiques le 15 janvier, est un tournant emblématique pour l'école calédonienne, puisqu'il s'agit, je dirais, d'une prise en main par la Nouvelle-Calédonie de son école. Et ça a été rendu possible pour deux raisons. La première, il s'agit du transfert de l'enseignement en 2012. Et la deuxième, c'est un projet, un travail collectif avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Est-ce que ce projet éducatif, Hélène Yekawé, il a une vision objective et il est construit pour l'intérêt général? Il est construit pour l'intérêt général. Il vise d'abord, avant tout, à la réussite de tous les enfants du pays. Je rappelle les bases donc de ce projet éducatif. Il est à la fois une adaptation aux réalités calédoniennes, fondée sur des valeurs que sont la tolérance, le respect mutuel et la solidarité. Et il s'appuie aussi sur l'héritage de l'école de la République, une école laïque, gratuite, obligatoire, qui vise à la réussite de tous les enfants. Parce que l'école est un sujet transversal qui ne doit pas être partisan, selon vous? C'est surtout une cause qui transverse, c'est surtout une cause noble, l'éducation, et j'en suis fière et heureuse d'avoir ce secteur. Alors justement, on a entendu que, vous venez de nous le redire, qu'elle s'inspire de ce projet, puise dans les valeurs de la République, et on y ajoute quoi? Les valeurs océaniennes, les valeurs universelles? Alors, je rappelle que le préambule du projet éducatif a quand même été examiné, je dirais, durant 9 heures. Donc, chaque mot a été pesé. Je rappelle les valeurs qui s'inspirent, je dirais, de la devise de la Nouvelle-Calédonie. Terre de parole, terre de partage. Ce sont les valeurs, donc, de solidarité, de partage et du respect mutuel pour viser, je dirais, une école plus juste. Une école à la fois de réussite et de partage. Et comment allez-vous atteindre cet objectif de 75% des Calédoniens d'une même classe d'âge pour obtenir leur baccalauréat, toutes voies confondues à partir de 2020? C'est écrit dans le projet éducatif. Tout à fait, Alexandre Ozada. Je crois qu'en se fixant des objectifs, c'est justement parce que nous avons de l'ambition pour notre école. Et c'est ça qui est essentiel. Vous ne voulez quand même pas que je baisse le niveau de l'école. Donc c'est pour ça qu'on s'est fixé des objectifs pour bien illustrer que nous avons de l'ambition pour les enfants calédoniens. On a entendu des détracteurs dire que ce texte est une coquille vide. Qu'est-ce que vous dites à cela? Est-ce que ça vous agace quand vous entendez ça? Je dirais que le projet éducatif, c'est d'abord le texte fondateur pour l'école calédonienne, puisque c'est la première fois que nous avons l'opportunité de définir une politique éducative avec 4 priorités qui sont là pour améliorer le fonctionnement de nos établissements scolaires et la réussite de nos enfants. Mais les chiffres sont têtus, Hélène Yekawé. Et quand on regarde les chiffres, on voit que, par exemple, les diplômés au bac général, 38% en Calédonie contre 51% en métropole. Il y a des choses quand même à travailler. C'est bien pour ça que nous définissons ces orientations, pour atteindre ces objectifs que vous nous aviez précisés tout à l'heure. Nous avons donc cette ambition d'améliorer les résultats de nos enfants. Alors justement, dans cette proposition de projet éducatif, vous avez la charge de la mise en œuvre du service civique, qui est une chose importante puisqu'elle touche le décrochage scolaire des 16-18 ans. Qu'est-ce que vous mettez dans ce concept de service civique concrètement ? Alors, en Nouvelle-Calédonie, chaque année, il y a 600 à 700 élèves qui quittent l'école sans diplôme, sans qualification. Donc, une des réponses du projet éducatif est le service civique, qui est de proposer un parcours d'insertion, un parcours de formation ou éducatif à ces élèves. C'est pour ça qu'il y a quelques semaines, j'ai fait ajuster justement le texte du service civique national pour que le Congrès a d'ailleurs adopté à l'unanimité. Et justement, un autre axe important, et c'est la création d'un conseil de vie lycéenne pour que les lycéens s'engagent, soient plus responsables. On a parlé de sens tout à l'heure dans le débat. Est-ce que ça, c'est pas un vœu pieux? Parce qu'on sait que l'organisation au sein des écoles est compliquée quand même. Alors, écoutez, je vais vous donner un exemple. Je vais citer par exemple le lycée Jules Garnier, qui est quand même un grand bahut. Aujourd'hui, lorsque vous regardez autour de cet établissement, c'est un no man's land. Je veux dire, ce sont des jeunes adolescents, des futurs adultes, et il n'y a aucun lieu ou aucun endroit pour qu'ils puissent aussi exercer d'abord leur adolescence, mais aussi leur jeunesse. Donc, le fait de mettre en place le conseil de vie lycéenne, ça va leur amener à proposer
des projets qui se prennent en charge. Je rappelle que le lycée, ou du moins l'école, c'est aussi un lieu pour l'apprentissage de l'autonomie, l'apprentissage apprendre à être responsable. Il pourrait par exemple proposer d'avoir une radio au lycée Jules Garnier, où les élèves effectivement se prendraient en charge. Aujourd'hui, il n'y a pas de buvette. Pourquoi les jeunes lycéens ne le feraient pas ? Donc effectivement, vous voulez que les jeunes se motivent sur leur propre et qu'ils deviennent acteurs de leur propre vie finalement. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux, et ce sont ceux-là qui posent des problèmes, qui se créent en bande et qui ne respectent pas la hiérarchie, qui ne respectent pas l'école, qui ne respectent pas l'éducation, qui ne respectent pas le savoir. Qu'est-ce qu'on fait de ceux-là ? Ce sont ceux-là qui posent problème. Je dirais qu'il faut d'abord une réponse éducative, mais avec le soutien des familles et les enseignants. Je rappelle, Alexandre Ozada, que c'est souvent l'enseignant qui est seul face aux élèves qui perturbent, comme vous le dites. Il faut donc ne pas les laisser seuls, démunis, et que je souhaiterais que l'on propose un parcours, une formation de gestion, enfin, une gestion justement de ces élèves perturbateurs, exactement comme la médiation tout à l'heure. Et le service civique peut aider en cela aussi. C'est une réponse également. Alors venons-en aux langues kanak, Elanie Kawe. Je l'ai dit en début d'interview, vous êtes professeur de langue kanak, vous étiez enseignante en langue kanak. On a l'impression parfois, alors vrai ou faux, que les langues kanak font peur parce qu'on voit derrière l'apprentissage des langues kanak quelque chose d'idéologique, de dogmatique, de politique. Rassurez-nous. Alors écoutez, je dirais que enseigner et apprendre les langues régionales, comme l'a précisé tout à l'heure le vice-recteur, est une réalité en métropole, comme le corse, le catalan ou encore le breton. Alors pourquoi en Nouvelle-Calédonie on n'enseignerait pas et on n'apprendrait pas les langues et la culture kanak? Toutes ces langues, au même titre que les langues régionales, elles font partie de notre patrimoine commun et qu'elles partagent avec une même langue, le français. Donc, elles ont leur place dans notre système éducatif. Et ce qu'il y a, d'abord, comme le précisait le vice-recteur, c'est un enseignement qui existe déjà aujourd'hui, qui est optionnel, sur la base du volontariat. Je dirais que l'innovation plutôt dans ce projet éducatif, c'est l'enseignement des éléments de la culture kanak. Il est important que tous les enfants du pays partagent une même culture, et en l'occurrence, c'est la culture kanak. Alors, vos détracteurs, parce qu'il y a de la politique quand même derrière certaines déclarations, disent on sent une volonté de rendre les langues vernaculaires obligatoires, nous sommes entièrement contre, et c'est l'UCF et les Républicains. Qu'est-ce que vous leur dites à ça, vous, qui êtes élus de Calédonie Ensemble? Je dirais que les Républicains ont adopté ce projet éducatif, que l'enseignement des langues kanak est optionnel. Il appartient, c'est ce que précise le projet éducatif, qu'il appartient aux établissements d'offrir cet enseignement. On a entendu tout à l'heure dans le débat pas assez de locuteurs. On a entendu aussi pas assez de programmes. Qu'est-ce que votre priorité, ça va être ça aussi? Alexandre Ozada, je rappelle que les programmes de l'enseignement des langues kanak, c'est déjà une réalité, et que les programmes également pour le secondaire, c'est une réalité depuis cette année. Quant à les enseignants, oui, il faut structurer cet enseignement, donc ça passe aussi par la formation des enseignants. Et l'enseignement à la maternelle, est-ce qu'il y a des choses à faire là-dessus? Est-ce que ça va être aussi une de vos priorités? C'est également déjà effectif dans les maternelles, toujours selon la volonté des parents. Mais est-ce que vous voulez aller plus loin encore? Oui, il le faut, mais il faut le structurer. Alors, on a vu et on voit dans le monde que les pays qui ont réussi en termes de performance sont ceux qui ont misé sur l'éducation, que ce soit en Europe, dans le monde entier. Est-ce qu'on a un niveau de maître suffisant en Calédonie? Oui, nous avons un système éducatif qui est performant. Nous avons suffisamment d'enseignants. Vous avez assez d'enseignants, vous dites? Oui, nous avons. Mais est-ce que le niveau des maîtres est suffisant? Alexandre Ozada, vous voulez me dire que les enseignants ne sont pas formés? formés? Je vous demande. Alors, je vous affirme que les enseignants sont formés. Après, par rapport, je dirais, aux orientations du projet éducatif, il faut leur proposer des formations en continu pour mieux les préparer, je dirais, aux orientations du projet éducatif.
vis-à-vis des chefs d'établissement, est-ce qu'il faut leur donner plus de marge de manœuvre selon vous ou pas? Mais aujourd'hui, les établissements scolaires, et en particulier les collèges et les lycées, ont cette autonomie avec les projets d'établissement, avec un conseil d'administration. Est-ce qu'il y a assez de cohésion avec les institutions? J'entends les provinces et les communes, par exemple. Est-ce qu'il y a des rôles à redéfinir ou pas? Aujourd'hui, l'enseignement est partagé entre la Nouvelle-Calédonie et les autres collectivités. Le tout, et c'est ce qu'on souhaite faire à travers ce projet éducatif, c'est qu'on aille dans le même sens, qu'on ait le même cap, et c'est le sens du projet éducatif. Est-ce que, donc maintenant parlons de la deuxième phase en fait. Il y a une première phase, c'était le 15 janvier, on vote le texte, il a un cadre juridique. Aujourd'hui, des ateliers sont au travail. Qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers? Vous avez raison, Alexandre, de dire que désormais la réflexion elle est terminée. On passe à la phase de la mise en œuvre donc de ce texte et ils sont en train de définir les actions ainsi que les moyens humains ou financiers pour y parvenir à ces orientations du projet éducatif. Et la troisième phase, c'est la charte. Ça fait partie des actions qui sont définies avec les moyens et les ressources, c'est ce qui va remplir la charte. La charte, c'est l'engagement des autres collectivités avec la Nouvelle-Calédonie pour dire oui, ce sont les priorités, nous nous engageons à répondre aux enjeux du projet éducatif. Est-ce qu'il y a un chiffrage qui a été fait? Le chiffrage est en train de se faire dans ces groupes. Et on a une idée de la fourchette? Pas encore. Donc on travaille dessus. Oui. On va répondre aux questions SMS, Twitter, Internet et réseaux sociaux, si vous voulez bien. Une question pour vous. Comment allez-vous lutter contre l'absentéisme des enseignants? Écoutez, l'absentéisme des enseignants est une préoccupation, je dirais, d'abord pour l'institution, mais également pour les parents. Les chefs d'établissement sont là pour veiller effectivement à l'absentéisme et à réduire, je dirais, l'absentéisme des enseignants. Une autre question porte sur les effectifs des classes. Est-ce qu'il ne faut pas les alléger? Aujourd'hui, je dirais que les effectifs dans les classes sont normaux. Voilà. Je ne pense pas que le fait de réduire les effectifs, bien sûr que ça peut faciliter, je dirais, le travail des enseignants, mais ce sont des effectifs qui sont confortables. Est-ce que les évaluations doivent être faites régulièrement au lieu d'être faites ponctuellement selon une demande d'un internaute? Le vice-recteur tout à l'heure l'a précisé, il y a deux types d'évaluations. Il y a les évaluations que les enseignants font de manière régulière et il y a des évaluations qui se font à différents niveaux. Un tweet nous demande si les professeurs devraient être payés par rapport à la réussite de leurs élèves, un peu comme quelque chose qui serait incitatif pour du résultat. Je rappelle, Alexandre Ozada, que le système pour lequel nous avons choisi, c'est une école qui est gratuite, obligatoire et laïque. Donc, ça veut dire quoi, une école, je dirais, gratuite, qu'il appartient aux collectivités de prendre en charge cette école. Est-ce qu'il y a une réflexion sur la carte scolaire ou pas? Oui, il y en a une sur cette carte scolaire. Après, il y a ce que je dirais les réalités de la Nouvelle-Calédonie. En province nord et en province île, cette carte scolaire, elle se fait en fonction, je dirais, de la population scolaire de ces territoires. Autre question d'un internaute. Il y a des professionnels du monde de l'entreprise qui ont de grands talents de pédagogues. Pourquoi ne les accueille-t-on pas plus souvent dans l'enceinte de l'école? Aujourd'hui, le monde de l'entreprise participe aux différents ateliers thématiques. Donc, je suppose qu'ils apporteront aussi leur contribution au projet éducatif. Il faut aller plus loin ou pas? Oui. Dans les filières professionnalisantes, oui, ce serait intéressant que le monde de l'entreprise ou encore que tes enseignants font un tour dans le monde de l'entreprise pour effectivement ne pas être coupés, je dirais, de cette réalité. On a une question sur le décrochage scolaire qui commence dès la petite enfance et après, c'est trop tard. On ne peut plus rattraper le retard et finalement, on trouve des jeunes qui sont sortis, qui sont exclus de la société. Qu'est-ce que vous faites pour cela? Je dirais qu'il faut insister sur l'apprentissage des fondamentaux. Il est clair que l'enseignement au niveau primaire est déterminant pour la poursuite des études en secondaire et après. Est-ce qu'on a réfléchi dans le projet éducatif à l'éducation des enfants par les parents?
je rappelle que la réussite d'abord des scolaires, elle est liée à l'implication des parents. Donc dans ce projet éducatif, le rôle des parents est accentué, d'ailleurs y compris les correspondants ainsi que les autorités coutumières. C'est une spécificité calédonienne comme le service civique. Un tweet nous dit et dénonce que les étudiants n'arrivent pas à avoir de bons stages en entreprise. Les tuteurs, entre guillemets, s'en fichent. Qu'est-ce que vous dites à cela ? Cela signifie qu'il faut que dans les entreprises, les tuteurs soient accompagnés. Quand on est enseignant, c'est parce qu'on a été formé à ça. Et qu'il faut donc mieux accompagner les tuteurs pour que, du coup, ils accompagnent mieux les enfants. Une dernière question, 2 questions. Qu'en est-il de l'année scolaire des secondes ? C'est-à-dire, soyez un peu plus précis. La question arrive comme ça. Qu'en est-il de l'année scolaire des secondes et des enseignants au niveau des oraux ? Alors, c'est peut-être lié au calendrier, non ? C'est lié, je pense, peut-être à la correction du bac ou... Alors, s'agissant du calendrier, je rappelle que le calendrier il est à titre expérimental. Il avait été mis en place par le gouvernement précédent et il court jusqu'en 2017. Et que nous attendons donc l'évaluation ou le bilan de ce calendrier pour savoir s'il doit être reconduit ou modifié. En tout cas, il est clair que l'intérêt, je dirais, d'une correction locale du bac, c'est effectivement que les élèves, et donc c'est peut-être qu'il s'agit de ça, sur cette question-là, que les élèves en première et en seconde puissent gagner 1 semaine, voire 2 semaines. En tout cas, cette compétence de corriger le bac en Nouvelle-Calédonie, c'est une compétence qui relève de l'État. Il faut simplement s'assurer, je dirais, des garanties en termes d'anonymat, en termes d'organisation, parce que c'est quand même une organisation qui est très importante. Et je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, le bac professionnel ainsi que certaines épreuves ou encore certaines épreuves anticipées sont déjà corrigées aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Une dernière question, Hélène Yekawé, puisque ce projet éducatif met l'égalité des chances au cœur de la réflexion, vous êtes d'accord avec moi. Est-ce qu'il y a autant d'égalité des chances entre des jeunes de Brousse et ceux de Nouméa ? Bien évidemment que non. C'est justement pour ça que nous avons défini ces 4 orientations qui est l'identité calédonienne, prendre en compte la diversité et un environnement favorable ainsi que l'ouverture sur le monde et l'ouverture sur l'Océanie pour justement, je dirais, faire bouger les choses et rétablir, je dirais, l'équilibre ou l'équité entre les établissements. Par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est le numérique. Il est clair qu'aujourd'hui, les établissements sur Nouméa ne sont pas équipés de la même façon que dans l'intérieur. Or, si l'on veut que l'école de la Nouvelle-Calédonie soit ouverte sur le monde, c'est forcément par le numérique. Merci Hélène Yekawé pour avoir accepté notre invitation. Merci Alexandre. Et vous être livré au jeu des questions-réponses. Et voilà qui met un terme à ce débat. Merci à vous et aux 4 invités qui ont participé à cette première de Sans détour de l'année. Le mois prochain, on parlera du handicap et de l'inclusion des personnes dans la société, des personnes en situation de handicap dans la société. Demain, en radio, l'émission continue, si je puis dire, entre 8h et 9h, avec Anne-Claire Lévesque. Elle reçoit le vice-recteur, Jean-Charles Flamand-Ringard, et puis le principal syndicat d'enseignants qui seront là pour répondre à vos questions. Vous pourrez poser vos questions en direct et ils répondront au 258-258. Il me reste à remercier toutes les équipes qui m'ont aidé à réaliser cette émission. À suivre, restez avec nous, c'est Endemix. Passez une très très belle soirée. Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc.